Bien, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous pour l'inauguration de cet institut de la mode éthique et de la consommation écologique. Je pense que on peut peut-être rappeler rapidement la place des instituts dans notre institution, à l'ESCA. Donc l'ESCA, École de management, hein, c'est bien sûr une institution d'enseignement supérieur, de recherche. On est implanté dans six campus en France, dont Strasbourg, hein, qui est le dernier né de nos campus. On a une activité évidemment d'enseignement très riche avec des bachelors, des masters et des Masters of Science, mais aussi une activité de recherche extrêmement soutenue. Activité de recherche qui comprend naturellement la publication scientifique et académique de haut niveau, mais aussi et surtout des activités qu'on appelle à impact, c'est-à-dire des activités qui ne se font pas uniquement par les académiques pour les académiques, mais des activités qui sont faites par des académiques avec le monde industriel, le monde des affaires, en vue de développer bien sûr des projets collaboratifs, des projets qui ont un vrai impact sur la société. L'idée, c'est aussi d'être un acteur de la transformation de la société au travers de nos travaux. Nos professeurs ont des expertises qui sont extrêmement fortes, reconnues, et qui doivent mettre, ces expertises au service des différentes communautés. Donc, cet institut, il vient à point nommé. Hein, c'est véritablement un institut qui a été conçu au cours de la dernière année à peu près, qui vise évidemment à mettre en avant l'expertise d'un professeur reconnu, hein, qui est notre collègue Sieb Dekili, qui est vraiment reconnue comme une des expertes européennes du sujet. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en synergie un certain nombre d'expertises complémentaires des professeurs de l'ESCA au service d'un sujet d'actualité. Ici, bien entendu, on parle de durabilité, on parle d'un secteur fort qui est le secteur du textile, le secteur qui ne doit pas être vu uniquement comme le secteur de la fabrication, mais un secteur qui doit être analysé sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et l'intérêt d'un institut comme l'Institut de la mode éthique et de la consommation écologique, c'est justement de porter un regard transverse et sur l'ensemble de la filière, avec cette idée de pouvoir participer à la transformation durable des comportements, des structures industrielles, des logiques de recyclage. Et je crois que ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, on ne peut que saluer cette initiative, saluer aussi la présence ici dans cette inauguration de nombreux acteurs du secteur que j'avais eu l'occasion de rencontrer à Dauphine pour un certain nombre d'entre eux lors d'une conférence sur le marketing durable. Salue aussi bien sûr la présence de Valérie Martin de l'ADEME, que j'avais connue dans une vie antérieure il y a quelques années, en le nombre d'années. Donc je le retrouve avec plaisir, mais on travaille déjà sur des sujets très proches. Et donc ça me fait extrêmement plaisir d'allier quelque part un peu cette expérience passée et puis ce futur qu'on va construire ensemble. Donc merci aussi pour votre présence. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue Siem qui va vous présenter tous les projets merveilleux de cet institut. Et on ne peut qu'espérer un énorme futur pour cet institut, tous les développements qu'on peut imaginer. Yann. Merci beaucoup, Guillaume. D'abord, bonjour à toutes et à tous, donc ceux qui sont parmi nous en présentiel et puis tous les participants qui sont à distance. Soyez tous les bienvenus à cet événement festif, mais un peu sérieux quand même, pour inaugurer ensemble effectivement le lancement de cet institut MES, donc sur la mode éthique et la consommation écologique. Alors, la question qui se pose, pourquoi ce projet d'institut? Qu'est-ce qui viendrait apporter de plus par rapport à l'existant? C'est vrai que je commence par mon expérience à titre personnel. C'est vrai que voilà, ça fait quelques années depuis que j'ai commencé à travailler sur le sujet de la consommation écologique.
Et puis, assez tôt, depuis 2010 à peu près, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la durabilité appliquée à la mode. Alors, ça a démarré avec des thèmes, notamment en lien avec les contradictions perçues entre luxe et développement durable. Et puis, peu à peu, ça s'est élargi au secteur de la mode au sens donc plus large. Donc, après plusieurs années d'exploration de ce sujet, en incluant d'ailleurs différents terrains, à la fois les États-Unis, l'Italie, les pays du Golfe, qui sont des contextes d'exploration très intéressants en matière de mode durable, et puis des thèses de doctorat aussi que j'ai encadrées sur le sujet. J'ai pu mesurer à la fois les enjeux et les défis qui entourent le secteur de la mode au vu de l'impératif de la durabilité, mais aussi la complexité du sujet. Donc, il a eu un besoin de créer un espace de réflexion qui dépasse les frontières disciplinaires. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais moins parler marketing et marketing durable. Le sujet de la mode éthique, et plus largement d'ailleurs celui de la consommation écologique, appelle des compétences en sciences de gestion, certes, au sens large, hein, finance, supply chain, marketing, management, etc., mais aussi en économie, en sociologie, en design du textile, en sciences du juridique, etc. Je pense qu'on puisse avancer tous ensemble de la façon la plus complète possible. On a besoin de tous ces domaines. Aussi, cela me semble crucial d'avancer sur le sujet de la mode éthique en impliquant tous les acteurs concernés, institutionnels, politiques, professionnels d'entreprises, d'associations, de collectifs, ce qui pourrait faciliter la réponse à une demande sociale, la proposition de solutions concrètes qui répondent vraiment à des problématiques rencontrées par les acteurs du terrain, et enfin, et ce n'est pas le moins important, conduire de la recherche qui a du sens. C'est cela l'ambition de l'Institut mode éthique et consommation écologique. Créer et faire fédérer un réseau d'académiques et de professionnels avec l'idée aussi d'une ouverture à l'international. Donc, 3 chantiers ont été déjà tracés et je suis vraiment impatiente de les démarrer avec l'ensemble des membres de l'Institut. Premièrement, la mise en place d'un baromètre de la consommation de la mode éthique, l'idée étant d'explorer de la manière la plus fine possible l'évolution du marché de la mode éthique, comment les consommateurs réagissent à ces offres. Et effectivement, l'idée du baromètre, c'est de regarder ça à travers le temps. Des partenaires internationaux à Montréal, à Hong Kong, à Genève, entre autres, ont déjà donné leur accord et sont très partants pour cette idée de comparaison de données autour de la consommation de ces produits dans différents contextes culturels. Le deuxième chantier, c'est la conduite d'études, de projets qui vont être co-créés entre académiques et entreprises. Et l'idée, c'est vraiment d'être les plus concrets possibles. Et donc, voilà, ce sont des problématiques qui vont sans doute émerger à partir de l'écoute des entreprises, des professionnels. Et puis, c'est comme ça en tout cas, que j'espère qu'on travaillera ensemble. Et puis, le troisième chantier, c'est, voilà, j'espère que cet institut aura un rôle important en matière de sensibilisation et de diffusion de connaissances autour de la mode éthique, les défis qui se posent aujourd'hui, les enjeux, à travers, entre autres, une série de webinaires qu'on mettra en place à destination des acteurs concernés. Je pense qu'il y a besoin de connaissances assez importantes, même si on est professionnel, je pense, du secteur. Parfois, on peut ressentir un besoin d'information sur un certain nombre de sujets. Et puis, l'idée aussi d'élargir, de vulgariser en visant aussi le grand public. Donc, je suis heureuse de voir aujourd'hui que des idées sont en train de se transformer en projets concrets. Et pour cela, je tiens à adresser mes sincères remerciements d'abord à la direction générale de l'ISCA, à la direction de la recherche, à leur tête Guillaume Skier, pour le soutien du projet. Également, je suis ravie qu'il y a toute une équipe dans le service recherche qui m'accompagne et qui m'appuie. Donc, Marie Leborgne-Larivière, Angéline David, Silke Lequefeld, un grand merci vraiment à elle. Et puis, pour les aspects logistiques sur site, je tiens à dire à quel point il est agréable de travailler avec Jérôme Suplon, et je remercie chaleureusement, je le remercie pour le sens du détail, pour la bonne organisation, et sans oublier bien évidemment Jonia Lalaoui qui est assistante du campus. Donc par ailleurs, je tiens à remercier et à exprimer même ma reconnaissance à tous les collègues et les professionnels qui m'ont fait confiance et qui ont accepté d'être membres
de l'Institut, alors même que l'Institut n'a pas encore vu le jour. C'est vraiment un signal très, très positif et que je prends à cœur. Et puis enfin, un remerciement tout particulier aux intervenants d'aujourd'hui, qui ont fait le déplacement, qui ont accepté de partager avec nous à cette occasion leurs témoignages, leur expertise. Et donc, les échanges, donc là concrètement, ce qu'on va aborder ensemble tout de suite. Donc, ça va démarrer avec l'intervention de Valérie Martin de l'ADEME, qui va exposer les défis majeurs que rencontre le secteur de la mode et l'urgence de changer de modèle. Ensuite, Camille Gréco abordera le sujet de la mode éthique du point de vue de la Fédération de la mode circulaire. Donc, elle nous renseignera notamment sur les actions, sur les activités de la Fédération, notamment en matière de sensibilisation. Et puis, nous écouterons l'aventure de la marque Sobo à travers le témoignage de son président Sofiane Ramani et sa directrice générale, Kavi Sach. Et nous terminerons par un sujet très important, crucial, qui me touche personnellement, parce que ça fait partie des projets de recherche sur lesquels effectivement, que j'ai pu explorer, donc la question des éco-affichages. Et donc, voilà, on aura l'exemple du label Slow We Are. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter les deux cofondateurs de ce label, donc Héloïse Wagneau et Thomas Ebelé. Donc, nous allons tout de suite démarrer avec Valérie Martin. Juste peut-être une petite remarque aux participants à distance. Donc, s'ils ont des commentaires, des interrogations, voilà, qu'ils n'hésitent pas à les mentionner dans les espaces de chat et puis nous les prendrons à la fin tant que c'est possible, en fonction bien évidemment ensuite du temps alloué. Voilà, c'est à vous, Valérie. Merci beaucoup, Sylvain. Eh bien, merci Sienne pour cette invitation. Merci également à Vesca et à Guillaume Skier. Et bonjour à tous. J'espère que je parle assez fort. Je vais faire un gros effort. Je voulais juste, donc l'ADEME, je travaille à l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique. Nous avons une direction régionale à Strasbourg et donc voilà, là-dessus, peut-être les avez-vous déjà rencontrés dans le cadre de travaux que vous pouvez mener. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis en charge du service mobilisation citoyenne et médias et je m'occupe notamment de tout ce qui va être la mobilisation, j'allais dire l'accélération de la mobilisation citoyenne en faveur de cette transition écologique, parce qu'aujourd'hui il y a urgence. Et sur cette question des vêtements, c'est vrai qu'ils ont pris une grande importance dans nos vies. Je crois qu'on peut tous le dire. Souvent, ils sont vendus à des prix attractifs. J'aurais tendance à dire même parfois trop attractifs, parce que ça cache derrière un certain nombre de choses et ça ne donne pas leur vraie valeur. On en achète plus qu'il y a quelques années, on les garde moins longtemps et ce n'est pas sans poser de problème. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, Siem, et notamment sur le fait de suivre un baromètre. Parce que je pense qu'au-delà des sondages, c'est de pouvoir voir comment nos comportements vont pouvoir évoluer. Et justement, on suit un baromètre que l'on appelle depuis 16 ans, qui s'appelle le baromètre Greenflex ADEME sur la consommation responsable. Et il y a quelques chiffres que je vous ai apportés. 71% des personnes interrogées font le lien entre leurs emplettes, donc les choix de consommation, et la planète. On se dit fantastique. Bon, le problème, c'est que malgré ces aspirations, les comportements restent, comment je vais dire ça, encore restreints, et restreints notamment par un certain nombre de freins. D'abord, l'ensemble des imaginaires dans lesquels nous sommes propulsés depuis plusieurs dizaines d'années, mais aussi par des considérations économiques et par des considérations de désirabilité par rapport au consommer mieux, mais moins. Et ça, c'est la première chose que nous apprend cette étude. Le secteur de la création nous a fait longtemps rêver. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cet imaginaire-là. Des créations qui se multiplient, des collections qui n'arrêtent pas également, parfois même plusieurs en une seule semaine. C'est plus de la création, c'est une overdose. Et à partir de ce moment-là, on en vient à surconsommer de façon machinale, sans se rendre compte derrière de l'ampleur du rôle de la création, du travail qui est mis également. Et ça, je pense que c'est très grave. On a mené une étude, donc une étude qu'on appelle l'étude Cantis. Les chiffres datent de 2018. Vous pouvez m'excuser, on n'a pas de chiffres plus récents. Et au niveau mondial, l'industrie textile et de la chaussure est responsable
de l'émission de 4 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, soit 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Elle consomme 215 milliards de litres d'eau. Ces chiffres-là, ils sont tellement énormes que parfois on se dit même, mais je ne me rends pas bien compte de ce que ça fait. Mais regardez tous les problèmes qu'on est en train d'avoir en matière d'eau. Et dites-vous une chose, c'est que si l'industrie textile en consomme autant, ça va poser à un moment ou à un autre plus que de très nombreux problèmes. Les principales étapes qui sont aujourd'hui responsables des impacts de l'industrie textile, c'est la fabrication des fibres, bien sûr, la fabrication des fils, mais également tout ce qui va être lié à la teinture et aux finitions. Ce sont des points extrêmement importants qu'il convient de rappeler parce que quand on achète son dernier jean à la mode complètement délavé, etc., derrière, en dehors du fait qu'il est très sympa ce jean, eh ben, il y a tout un process qui est particulièrement polluant. Et puis, bien sûr, il y a l'impact social. À l'ADEME, nous ne sommes pas des spécialistes de la question sociale, mais il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Il faut regarder l'ensemble des impacts à la fois environnementaux et sociaux. Et je pense que justement, le fait de s'appeler la mode éthique, j'aime beaucoup ce nom-là, parce que derrière, cette dimension sociale est aussi extrêmement présente. Il faut être réaliste aussi. Il y a des marques qui ont fait des efforts. On peut le partager. Il ne faut pas non plus dire personne ne fait rien, c'est faux. Mais même si on fait un vêtement éco-conçu, le plus éco-conçu possible, de toute façon, il a un impact sur l'environnement. Toute activité humaine, par essence, a un impact sur l'environnement. Il faut continuer à aller plus loin, mais si quelqu'un vous dit zéro impact, il doit y avoir un certain nombre de vigilances rouges qui se mettent en lumière chez vous. Donc, la première chose à faire, c'est de réduire les impacts. Et donc, c'est d'acheter et de consommer moins et mieux. Et ça, je pense que c'est important de se le redire. De plus, le modèle de surconsommation, il a été longtemps propulsé par tout ce qui est la publicité, le marketing, un ensemble d'imaginaires qui nous a dit, de toute façon, acheter, consommer, ça va être le bonheur. La différence entre l'être et le paraître, ça ferait l'objet d'une thèse. Ça en a certainement fait l'objet d'une. Mais oui, c'est pas vrai. L'avoir et le paraître, ça peut pas être avant l'être et l'usage. Et ça aussi, ça fait partie des choses de notre rapport aux vêtements, à l'habillement, on va dire, parce qu'il y a aussi les chaussures qui sont importants. Et que dire de ces influenceurs qui nous envoient un certain nombre d'images qui entretiennent cet imaginaire-là, qui sont au cœur de la relation avec de très nombreuses marques, alors que certaines de ces mêmes marques veulent nous dire, ben voilà, regardez, je fais des choses qui sont mieux. Oui, il faut choisir bien ces influenceurs. Il faut savoir le message qu'ils portent derrière, parce qu'il y a une histoire de co-branding. Donc attention aussi au message que l'on veut traduire. Il y a une loi sur l'influence responsable aujourd'hui, où toutes les collaborations commerciales doivent être précisées. Ça, c'est important. Mais au-delà de ça, en tant que marque, quelles sont les valeurs que j'ai envie de propulser quand je fais le choix de tel ou tel influenceur? Ça fait partie aussi de la réflexion globale sur la mode éthique. Alors, le milieu bouge, hein, c'est vrai qu'on a eu Paye ton influence, par exemple, hein, qui a poussé un certain nombre de créateurs à essayer de faire évoluer leurs pratiques. Nous, au niveau de l'ADEME, je suis en train de travailler avec justement Amélie Deloche sur l'élaboration d'un guide dans la foulée du guide de la communication responsable que j'ai eu le plaisir de coécrire, qui sera un guide de l'influence responsable, parce que au-delà du fait de dire qu'on a fait une collaboration, c'est comment les influenceurs peuvent influer pour réduire les impacts environnementaux et pour eux se réinterroger sur leur propre modèle. Parce que c'est bien ça dont il est question, c'est de se réinterroger globalement sur le modèle économique, le modèle de valeur aussi qui est porté, au-delà de dire, de pointer du doigt telle ou telle chose, c'est comment on réinvente ce modèle économique. Et je trouve que là-dessus, le travail qui va être porté par l'Institut de la mode éthique et de la consommation écologique est très important. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, et c'est ça que je trouve intéressant, il y a de plus en plus d'instituts, il y a de plus en plus de professionnels qui, mais aussi
des collectifs de citoyens qui n'hésitent pas à dénoncer des pratiques, des choses qui pourraient nous faire croire qu'on lave plus vert que vert. À mon époque, on disait plus blanc que le blanc, mais maintenant, c'est plus vert que vert. Et je trouve que ça aussi, attention au greenwashing, attention à ce que ça peut entraîner comme destruction de réputation de la marque. Mais au-delà, est-ce qu'il n'est pas temps de se réveiller quelque part pour mettre en adéquation les paroles, qu'ils ne soient pas que des paroles, mais qu'ils soient des actions avec ces actes? Et là-dessus, je vous invite à être particulièrement vigilant sur les dénonciations qui peuvent avoir lieu, par exemple, pour un réveil écologique que vous connaissez tous, mais aussi par la judiciarisation à laquelle on commence à arriver aujourd'hui. Regardez, par exemple, pour Adidas et pour New Balance, leurs publicités ont été dénoncées au niveau juridique. C'est en cours d'examen, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas simplement, c'est déjà beaucoup que ce soit la société civile, mais en plus, on va pouvoir aller au contentieux avec ça. C'est donc un changement, là aussi, qui est appelé. Dernier petit point, peut-être, c'est le fait qu'il y a un enjeu de changement de modèle, un enjeu de changement de récit. Attention aussi au récit washing. Vous savez, tout le monde a envie de dire récit, mais en fin de compte, c'est un storytelling joli qui enrobe l'ensemble, etc. Ne pas survendre la façon dont on met les choses en avant. Il faut transformer en profondeur le modèle, sachant que le poids de la norme sociale reste très important chez les jeunes, et notamment donc les 18-34 ans, parce que aujourd'hui, on a une forme de responsabilité vis-à-vis des jeunes pour les accompagner dans une évolution du modèle, loin de celui de Shine, de la fast fashion, qui favorise le gaspillage et qui est bien loin de celui de la sobriété. Et je pense que le mot est lancé, c'est ce terme de sobriété, mais pas une sobriété où, d'ailleurs, autour de la table, je note que personne n'est habillé en peau de bête ou autre, voire pas de vêtements, point du tout. Nous sommes habillés de façon très élégante. Et pour autant, c'est là où aussi c'est important, c'est quel est ce rapport nouveau à la mode qui fait que on n'achète pas un t-shirt pour le garder 48 heures et encore quand on le met. Et à ce titre, ça veut dire qu'une mode créative, elle est possible même si on est dans cet état d'esprit. J'aimerais juste vous dire un certain nombre de choses parce qu'aujourd'hui, on assiste à une évolution du marché, les nouveaux modèles, la seconde main, je pense que Camille va en parler, la fabrication à la demande, on pense par exemple à des marques comme Asphalt, l'intégration de matières biosourcées, attention à ce terme du biosourcé, on va sortir prochainement un avis de l'ADEME sur le biosourcé, important d'être constant, puisque aujourd'hui, non seulement le textile est recyclé à 30%, mais seulement 1% de matière textile est aujourd'hui recyclée dans le textile, intéressant à garder, l'allocation des vêtements, l'upcycling, etc. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est de ne pas surconsommer. C'est de favoriser l'économie de l'usage. On avait une campagne qui s'appelait « Longue vie aux objets ». Longue vie à nos vêtements, ça c'est sûr. Encourager la réparation. Vous savez, il y a un fonds de réparation et là-dessus, il y a un potentiel qui est important. Et je pense que de toute façon, on va aller vers des choses qui vont aussi nous aider avec l'affichage environnemental qui va bien finir par être publié, je pense, tout début 2024, et qui va aider, cet éco-score, qui va aider aussi l'ensemble des citoyens à aller vers des pratiques plus durables. Mais vigilance quand même, parce qu'aujourd'hui, de tous ces sujets-là dont je vous parle, c'est qu'on peut noter que le prix moyen d'une pièce, je l'ai noté, de 14 € en 2021 pour un marché de 42 milliards environ. Ce qui veut dire que là-dessus, un bon nombre de propositions qui sont faites sont des propositions pour une mode concernant des budgets, j'allais dire, moyens ou plus élevés. Et que par rapport à cette offre que l'on va pouvoir faire pour des petits budgets, il y a une vraie réflexion qui est à mener pour que ça devienne un réflexe qui soit accessible à tous. La transition, elle doit être écologique, mais elle doit être également juste. Attention aussi à ne pas encourager des modèles qui ne permettraient pas de, quelque part, aller vers un vrai modèle de consommation responsable. Je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes dans un modèle linéaire de vente en volume. Plus j'achète, plus je gagne de l'argent, mieux c'est. Ça, c'est le modèle actuel.
Mais le modèle de demain, c'est le modèle de la consommation responsable. Quel nouveau modèle économique j'invente à l'heure où je vais dire, bah, achetez moins, location, réparation, etc. Fort allongement de la durée de vie des produits. Achetez autrement. Consommez des services parfois plutôt que des pièces que vous allez accumuler et qui ne vous servent à rien. C'est un vrai changement structurel très fort qui engage l'ensemble du milieu. On a fait une opération, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Oser changer. Et dans Oser changer, on a suivi 21 foyers avec un home organizer. Et là-dessus, alors on leur a demandé aux gens, d'après vous, c'est quoi le nombre moyen de vêtements, de chaussures qu'il faudrait avoir? C'est quoi le nombre que vous pensez avoir? Et puis après seulement, on est allé leur faire compter. Eh bien, autant vous dire que quand ils ont découvert qu'ils avaient en moyenne entre 11 et 84 paires de chaussures, il y a eu quand même comme un choc assez évident. Ça, c'était pour les femmes. Les hommes, c'était de 9 à 32. Donc, les hommes n'ont rien à envier aux femmes. Il n'y a pas de différence. Elle n'est pas genrée. Et en moyenne, les adultes du foyer ont deux fois plus de chaussures que ce qu'ils imaginaient. Et surtout, 3 fois plus que ce qu'ils imaginent avoir besoin. C'est quelque chose de très intéressant. Ce travail a duré pendant 1 an. 1 an et demi après, on est venu regarder comment ils avaient poursuivi justement ces efforts. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est comme on les a accompagnés pour se poser des questions. Ben, ils ont non seulement poursuivi, mais ils ont élargi ça à d'autres produits de la maison. Et certains même trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de place chez eux, envisageaient même peut-être de déménager. Ils n'ont pas eu besoin de déménager. Ils ont juste réinvesti leur intérieur. Ils se sont posés les bonnes questions. Voilà, j'aime bien cette notion de poser les bonnes questions. Ils se sont réappropriés cette notion de sobriété désirable. Et du coup, eh bien, c'est quelque chose qui est venu inhérent à leur façon de penser. Je trouve que c'est particulièrement intéressant et ça nous montre aussi qu'il y a un potentiel fort si on essaye d'accompagner la déconstruction des imaginaires reçus. Et je suis certaine que cet institut va nous y aider. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie Martin pour cet éclairage. On va passer côté Camille Gréco et la Fédération de la mode circulaire pour effectivement voir encore d'autres exemples effectivement sur ces efforts autour de la mode durable. Merci beaucoup Valérie, c'était super intéressant d'avoir cette compréhension de la complexité de toute l'industrie de la mode. Merci Em de nous réunir ici et merci Guillaume de nous accueillir dans ce beau campus. Moi, j'ai plus parlé de circularité, donc on a parlé de durabilité au sens large. La circularité, c'est un pan ou une des solutions à la durabilité. Valérie le disait tout à l'heure, même quand on produit très très bien un vêtement, on a quand même un impact. Aujourd'hui, il y a 94 millions de tonnes de déchets textiles qui sont jetés chaque année. Jetés, brûlés, voilà. Et c'est un chiffre qui va augmenter à 134 millions d'ici 2030 si on ne fait rien. Donc on part du principe, la mode circulaire part du principe en fait qu'il y a assez de matière pour ne pas avoir à en réutiliser, enfin en reproduire de nouvelles, ou alors simplement pouvoir boucler la boucle. Donc réutiliser toute la matière qu'on produit, soit avec d'autres industries, soit en réemployant nos vêtements, soit en les réparant. Donc, bref, allonger la vie du vêtement, c'est surtout ça qui est important dans la mode circulaire. Sauf que c'est une industrie hyper complexe. Donc moi, je suis secrétaire générale de la Fédération de la mode circulaire. C'est une jeune fédération qui a un peu plus d'1 an. On l'a lancée en avril 2022 parce qu'on est sorti, enfin, on a eu 3 constats assez flagrants. Le premier, c'est d'abord que les entreprises qu'on dit circulaires natives, donc qui ont vraiment la circularité dans leur business model, c'est-à-dire souvent des petites entreprises d'ailleurs, les boutiques vintage, les créateurs upcycling, n'étaient pas du tout représentés ou accompagnés à l'échelle nationale et à l'échelle européenne pour développer leur entreprise ou simplement porter la voie de la circularité aussi à plus grande échelle. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, quand on est allé voir d'autres types d'entreprises qui n'étaient pas circulaires natives, mais qui s'intéressaient à avoir des procédés plus durables pour réutiliser leurs vêtements par volonté ou par obligation, coucou la loi AGEC, en fait, elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin de conseils, elles ne savent pas comment s'y prendre. Et aujourd'hui, il n'y avait pas forcément d'entité qui rassemblait ce savoir autour de la circularité, comment donner une seconde vie aux vêtements, aux tissus, aux stocks dormants dans ces
dans ces manières de produire. Et le troisième constat, c'est aussi que la circularité, c'est vraiment la mode durable est très complexe, mais la circularité en tant que pan de la durabilité est aussi hyper complexe. C'est vraiment des procédés très longs, très spécifiques, très techniques. Ça s'attache à vraiment tout le cycle de vie du produit. Donc la circularité, c'est pas juste donner une seconde vie au vêtement, ça va être aussi penser dès l'éco-conception à pouvoir faire en sorte que le vêtement puisse avoir plusieurs vies, par exemple, ou puisse être assez durable pour qu'on puisse l'utiliser plusieurs fois, puisse être réparable, qu'on puisse utiliser aussi des matières qui sont recyclables, pas forcément juste intégrer la matière recyclée, mais aussi penser à la matière pour qu'elle soit recyclable. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la mode circulaire qui appellent un peu à tout type d'entreprise. Donc, au sein de la fédération, on regroupe plus de 200 entreprises sur tout le cycle de vie du vêtement. On va avoir des producteurs, on va avoir des distributeurs, on va avoir des recycleurs, bien sûr, des réparateurs, des solutions tech qui vont faciliter la circularité dans les entreprises. Donc, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas du tout le même business model, mais qui, en collaborant ensemble, vont vraiment permettre de fluidifier les flux du textile, finalement, que ce soit des vêtements, la matière première ou des stocks dormants. Donc voilà, c'était un peu le but. L'objectif de cette fédération, c'est vraiment de rassembler toutes ces entreprises, de les accompagner dans leur développement et de faire en sorte de promouvoir leur développement à l'échelle française et européenne. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces entreprises? Plusieurs choses. Déjà, je vous parlais de savoir, parce qu'il y a une vraie incompréhension sur la mode circulaire, il y a beaucoup de technicité sur certaines parties. Donc déjà, on les accompagne, on les aide, on crée un espèce de pôle de savoir avec différentes newsletters, des webinaires, pour vraiment mettre en avant tous les sujets sur la circularité réglementaire, comme les sujets marché, les sujets de tendance, les sujets consommation. Et ça, déjà, c'est une vraie valeur ajoutée pour les entreprises. On les accompagne aussi parce qu'on crée des groupes de travail. En fait, on permet à ces entreprises de collaborer entre elles. On crée des groupes de travail qui vont avoir comme objectif des livrables très concrets, hyper pratico-pratiques, pour les aider à comprendre comment mettre en place, comment circulariser leurs activités, quelle que soit leur activité de base. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a le groupe de travail commerce circulaire, qui est un groupe de travail qui a lancé récemment la première cartographie de l'écosystème de la mode circulaire. En fait, on est parti du constat aussi que toutes ces entreprises, finalement, elles avançaient un peu de leur côté et aucune, comme c'est un secteur qui avance très vite, beaucoup ne connaissent pas du tout tous les acteurs de la mode circulaire et finalement, par exemple, une friperie qui aura trop de stock, elle ne saura pas qu'elle peut aller voir, c'est vraiment à petite échelle, mais un créateur upcycling pour réutiliser un nouveau vêtement. À plus grande échelle, une marque qui va avoir trop de stock, elle ne saura pas quoi faire de son stock et elle ne saura pas où le recycler ou comment faire. Donc en fait, déjà juste mettre en lumière tous les acteurs qui existent sur chaque type de solution permettrait ainsi à chaque entreprise d'aller simplement chercher dans un annuaire de solutions dites circulaires pour ensuite pouvoir circulariser son activité. Un autre groupe de travail qu'on a mis en place, c'est le groupe de travail création circulaire, dont l'objectif est de créer le premier livret de tendance, carnet de tendance pour les acteurs de la mode circulaire. Donc voilà, des objectifs très pratico-pratiques pour vraiment accompagner sur le terrain ces entreprises. Et puis, peut-être un dernier point qui n'est pas les moindres non plus, c'est le programme commun pour la mode circulaire. Donc, la deuxième édition sera lancée demain. Donc, vous êtes un peu en avance sur le sujet. Donc, le programme commun pour la mode circulaire, c'est le grand livre blanc qu'on lance avec la fédération depuis 2 ans maintenant. C'est la deuxième édition. Et c'est vraiment un retour terrain. En fait, ce programme, on le crée grâce au retour terrain de toutes nos entreprises adhérentes qui nous confient leurs problématiques très concrètes. On a défini 15 mesures sur différents pôles pour les accompagner dans leur développement. On a 3 pôles dans ce programme commun, le pôle fiscalité et marché, donc vraiment accompagner les entreprises dans leur développement économique grâce à des incitatifs financiers, travailler sur les écomodulations, travailler sur le crédit d'impôt circulaire, par exemple, la TVA circulaire, la TVA à 5,5%.
Donc ça, c'est des choses qu'on porte. Le deuxième pilier, ça va être consommation et sensibilisation. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire avec l'Institut, et notamment pouvoir arriver à sensibiliser les consommateurs pour aller vers des démarches de mode éthique et des démarches de mode plus circulaire, donc la réparation, la location, l'économie de l'usage, et comprendre comment on peut faire. Donc, deux mesures phares qu'on porte sur ce pilier, ça va être la création d'outils pédagogiques à amener directement dans les écoles, les collèges et les lycées. On n'a pas les solutions concrètes. On porte juste des messages. Ensuite, il faut qu'on travaille main dans la main avec d'autres acteurs qui sont spécialisés sur le sujet pour arriver à avoir des solutions concrètes et des livrables. Et une autre mesure que l'on porte dans ce pilier, c'est le fait de réglementer aussi les publicités commerciales, un peu à l'image de l'industrie agroalimentaire, pouvoir avoir un petit message quand on voit des publicités sur le textile, pouvoir avoir un petit message en bas, consommez moins, consommez mieux, ou donner une seconde vie aux vêtements, ou ce vêtement n'est pas à jeter. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et le troisième pilier de ce programme commun, c'est recyclage et environnement. Et là, ça va vraiment accompagner à une échelle industrielle les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage pour faire en sorte qu'on puisse avoir les innovations et les aides financières nécessaires pour accompagner l'industrialisation du recyclage sur le sol français. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont plus avancés que nous sur la partie sur le recyclage, en tout cas dans les innovations et dans l'industrie. Et c'est des sujets très techniques, c'est des sujets, bref, il y a besoin de recherche et de développement, il y a besoin de finances, et donc on accompagne aussi ces industriels-là dans leur développement. Voilà, donc ça c'est un peu les gros points. Donc encore une fois, on n'a pas les réponses, on essaye juste d'avoir un retour terrain des entreprises qu'on accompagne pour pouvoir porter leur voix et faire en sorte qu'on puisse vraiment les aider, je le dis beaucoup, mais c'est un peu le nerf de la guerre pour nous, créer des livrables pratico-pratiques qui les aident vraiment au quotidien dans la réalisation de leur métier pour faire en sorte qu'elles puissent changer leur process. Donc c'est pas des grandes paroles, mais le but, c'est vraiment d'être utile. Merci beaucoup Camille. Donc on voit à quel point effectivement, voilà, il y a des actions qui se développent, il y a des projets effectivement assez ambitieux, et puis on mesure aussi l'ampleur des choses aussi qui restent à faire. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va maintenant peut-être aller voir côté marque, et donc pour avoir des exemples encore plus concrets sur voilà, les efforts qu'elles font de leur côté pour aller vers une mode plus éthique, plus durable, plus circulaire. Voilà, donc la parole voilà, pour la marque Sobo. Donc, n'hésitez pas à peut-être présenter un tout petit peu votre marque d'abord et puis nous expliquer ce que vous faites concrètement en matière de durabilité ou d'éthique. Sofiane Ramani, je suis le cofondateur de la marque Sobo. Merci de nous avoir invités. Je suis très mauvais orateur, donc je fais la partie créative. Oui, tout à fait. Je vais essayer de faire l'effort. Donc, en tant que marque, nous, c'est une marque de prêt-à-porter qu'on a lancée en 2019. Donc, vraiment, pour répondre un petit peu à tous les enjeux que vous avez posés là, toutes les problématiques qu'il y a eu. Et notre réponse à nous, c'est clairement le circuit court. Pour nous, c'est la meilleure des réponses par rapport à ça, pour une mode éthique. Donc, c'est aller chercher et produire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut produire chez nous, on le fait chez nous. On a l'avantage d'avoir donc des industriels qui sont là en Alsace. Donc, on a commencé à lancer le team qu'on a appelé 80% alsacien, 100% français. C'est ça et nos vies aussi en Alsace. Au début, en fait, on a vraiment fait le tour de tous les industriels du textile dans la région. On a fait une semaine où on était vraiment en roadshow limite. Et on allait voir tout vraiment les tisseurs, les dénombisseurs. Voilà, vraiment pour savoir, pour se sourcer au plus proche et voir ce qu'ils font, comment ils le font, de quelle manière, à quoi pourrait correspondre le produit. Et de là est né effectivement le jean 80% alsacien, 100% français. Voilà, en tant que marque, c'est vrai que la partie industrielle, donc filature, tissage, c'est vraiment une partie que je ne maîtrise pas forcément. Donc nous, on va plutôt s'orienter sur, on va faire, comment dirais-je, on va faire confiance aux partenaires avec qui on va travailler. Donc à nous d'être vigilants et d'être sélectifs, parce que c'est vraiment une
c'est pas un truc que nous maîtrisons. Nous, on est vraiment la partie après coup, confection, création. Donc, en tant que marque, on doit avoir un engagement par rapport à ça, par rapport au choix. Donc, déjà de la base, du prestataire avec qui on va travailler. On a beaucoup travaillé avec le groupe Belcorex, qui sont implantés donc, depuis des années en Alsace. Et eux sont assez vigilants, ils partagent un petit peu les mêmes valeurs que nous, donc ils vont quand même être assez vigilants sur le choix des matières premières. Après, c'est vrai qu'on n'a pas une collection qui va forcément être 100% coton biologique, par exemple. Mais nous, on va limiter notre impact en réduisant L'empreinte carbone. l'empreinte carbone, en travaillant au niveau local, et surtout d'avoir un impact social. Tous nos articles sont perfectionnés par nos ateliers d'insertion. Donc, c'est vraiment un engagement qu'on a. On travaille avec le réseau APF, et Altaïr à la maison, donc Ilkirch, le siège de Sobo est à Ilkirch, l'atelier se trouve à Ilkirch. Donc c'est vraiment pour dire qu'on a vraiment une démarche sincère et axée sur le local à 100%. On fait du Made in France. Après, on est limité. Forcément, ce qu'on ne peut pas produire ici, on est bien obligé de le faire par quelque part parce que nous, on a des collections à sortir. Et du coup, on essaie de rester quand même assez proche. Donc on travaille au niveau européen. La plupart, ça va être le Portugal ou l'Espagne, pour parler du recyclage, par exemple. En France, on est assez limité. C'est très, très compliqué d'avoir des fibres recyclées. Il me semble qu'il n'y en a qu'un seul qui fait ça, et on parle en tonnes de chute. Et en tant que jeune marque, c'est impossible pour nous d'avoir des tonnes. L'Espagne et le Portugal sont assez développés par rapport à ça. Donc, tout ce qui est partie recyclage, de tissus recyclés, on va aller le chercher. Il faut savoir que oui, avec la mondialisation, tous les industriels, toutes les grosses machines ne sont plus en France. Là, ça commence un peu à revenir, ils arrivent à réimplanter, mais le produit boulot n'est pas encore fait. On peut utiliser que ce qu'il y a déjà, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Et donc, du coup, concernant les collections, donc, nous, on a la volonté de sortir une collection par an et travailler un produit, on va dire, qui dure dans le temps. Donc, vraiment des produits intemporels, sobres, on peut mettre à toute saison, tout le temps, et ne pas avoir changé en fonction de la mode. On faisait un petit peu vraiment de la fast fashion. On essaie de proposer un maximum d'articles. Nous, on parle d'intemporel. C'est vraiment des pièces fortes qu'on a tendance à porter tout le temps. Qui ne va pas se démoder avec le temps. On n'est pas là sur 4 collections dans l'année. Ça va être vraiment une seule collection. On va plutôt sélectionner des matières qui sont qualitatives. On va jouer sur les finitions, par exemple, des modèles, pour apporter un petit peu plus-value à nos articles. Mais clairement, on est sur de l'intemporel. On essaie de sortir aussi de la saisonnalité. On essaie vraiment de proposer des articles toute saison. Toute saison. C'est un peu notre réponse à toutes les problématiques et tous les enjeux qu'il y a autour de la mode. Pour nous, c'est ça la réponse. Après, elle n'est pas forcément parfaite, mais en tout cas. On fait du mieux qu'on peut. Et dans ce qu'on trouve, et puis on réfléchit. Donc, on va aller maintenant explorer le sujet des éco-affichages. Et donc, voilà, avec Héloïse et Thomas, donc, on parler de ce label Slowly. Merci beaucoup, Siam et Guillaume, pour l'invitation. On est très touchés d'être présents parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de cet institut qui fait beaucoup de sens pour nous à différents titres. D'une part, parce que je suis diplômée en marketing stratégie et j'ai fait toute une recherche sur la perception du consommateur via justement la consommation responsable. Donc, ça remonte un petit peu à 2009 et en fait, on s'aperçoit qu'entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose d'un point de vue recherche académique ou enfin, en tout cas sur la mode. Donc, votre approche et cette démarche, elle est vraiment, je pense, très accueillie et très attendue, en tout cas pour nous, tout particulièrement. En ce sens, vraiment, ça a participé à l'émergence, je pense, d'un observatoire. Enfin, ce sont des choses hyper intéressantes et enrichissantes. Je parle de ça notamment parce que c'était un peu un point de départ par rapport aux réflexions qui ont nourri notre motivation à créer Slowly Art. C'est une démarche à la base très personnelle. Je me revois encore en 2009-2010 ici à Strasbourg à des industriels du textile qui me disaient être vraiment en difficulté. Donc c'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une filière textile en France, chose que voilà, on n'entend pas forcément beaucoup parler, liée à la délocalisation que vous avez évoquée. Et
plus tard, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur d'où viennent les vêtements, comment ils sont fabriqués. À l'époque, moi, j'étais dans l'industrie agroalimentaire et je faisais le parallèle avec cette industrie qui a, malgré tout ce que l'on peut dire, un certain nombre quand même de transparence et de traçabilité. Et on s'aperçoit dans le secteur du textile qu'il y a beaucoup de manquements à ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour essayer d'avoir une approche un petit peu plus, enfin, comprendre déjà quelle est la chaîne de valeur du textile. Moi, finalement, ce que j'ai entrepris de faire, c'est creuser, mener des recherches terrain et aller à la rencontre à la fois d'industriels, de consommateurs, d'enseignes de fast fashion aussi. Donc, j'ai créé donc, ce que j'appelais un site qui s'appelait Eco Fashion Paris à l'époque, donc un peu une phase de test, ce qui a donné ensuite naissance à Slow Yard. Mais cette phase qui a duré quand même 3-4 ans, m'a permis vraiment d'alimenter ma compréhension du secteur du textile, les synergies. Il y a quand même un point aussi qu'il faut pas oublier de mentionner, c'est que tu as quand même travaillé aussi pendant 2 ans dans Oui, une grande en fait, enseigne. avant, mais bon, ça remonte un petit peu dans l'histoire. J'ai fait en fait un contrat d'alternance dans une grande enseigne de prêt-à-porter. C'était aux prémices de la fast fashion, donc entre 2003 et 2006. Et puis à l'époque, je me rendais compte déjà de toutes les opérations commerciales qui existaient, les vêtements roulés en boule en fin de journée. Et personnellement, moi, j'étais aussi très malade lorsque je recevais certains cartons de vêtements, notamment les cartons de jeans. Donc ça a effectivement nourri un petit peu mes questionnements et surtout quand je remontais ces informations-là à la direction, c'était pas des questions qui étaient prises au sérieux. Donc forcément, ça fait réfléchir et puis, ça donne aussi, voilà, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas forcément rond et moi forcément, c'est resté aussi dans un coin de ma tête, ça m'a donné envie de creuser le sujet. Et tout ça pour en arriver à la chaîne de valeur, quand on comprend vraiment comment est fabriqué un vêtement. On se rend compte que du coup, c'est une industrie qui est mondialisée, qui a des impacts aussi géopolitiques, qui a des impacts sociaux, environnementaux très importants et que finalement, ces impacts sont aussi corrélés à des grands enjeux, notamment des grands enjeux. Et quand on essaie de bien faire les choses, finalement, on peut résoudre en partie ce qu'on appelle les enjeux de ODD. Donc, c'est vraiment en fait ça que je m'étais rendu compte, c'est que c'était important finalement de bien faire les choses et qu'on pouvait à partir de là essayer d'avoir un impact, alors pas neutre sur la partie environnementale, mais en tout cas sur la partie sociale, essayer de pouvoir être en quelque sorte une entreprise régénérative. Et de ces constats, du coup, avec la création de Slow Yard, c'était de créer Slow Yard comme avec l'ambition plutôt de faire de la mode l'un des secteurs les plus responsables, donc vraiment inverser la tendance. Et nous, on a pris le parti pris en fait de créer un mouvement autour de la consommation responsable, parce qu'en fait, quand on remonte un petit peu en arrière, entre 2015 et puis 2017, là où on s'est vraiment lancé, on n'avait pas connaissance des enjeux de l'industrie du textile, c'était pas du tout connu, les médias n'en parlaient très peu. Il y avait quelques collectifs qui existaient, je pense à Fashion Revolution qui militait déjà et qui milite toujours. The True Cost qui est sorti. The True Cost qui est sorti en même temps. Et c'est ça qui a lancé un petit peu l'effet, la communication en tout cas sur ces gros enjeux. Mais voilà, on était très très éloignés de la connaissance qu'on a aujourd'hui. Et encore, on a un travail assez colossal qui nous attend pour sensibiliser un maximum de personnes. Là, je peux dire un petit peu que c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Héloïse dans l'aventure, parce que moi, je viens pas du tout du milieu du textile. Enfin, j'ai une grand-mère qui était couturière, donc c'est resté un petit peu quand même. Voilà, ça a quand même transmis. Ma maman m'a appris à raccommoder, m'a appris à coudre, m'a appris à tricoter. Donc, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de garçons qui ont ce truc-là, mais voilà, et je trouve que ça fait partie des essentiels. Et en fait, j'ai toujours été sensibilisé à l'achat du produit de qualité parce que c'est celui qui se répare. Si on achète une paire de chaussures à 10 €, il n'y a aucun cordonnier qui voudra vous les réparer et refaire un semelage. Donc, là où on s'est rejoint en fait avec Héloïse, parce que moi je viens plutôt de la tech et puis enfin
on va dire, du care. Moi, je préfère parler du care parce que j'ai travaillé, en fait, au début dans ma carrière dans la Silicon Valley, dans la pharmacie hospitalière. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans l'automobile sur les systèmes de contrôle de trajectoire active, les airbags, les ceintures. Donc là, il y a un petit côté textile quand même. Et là, on se rend compte de la technicité, en fait, de comment créer une étoffe, comment créer un fil qui puisse être résistant, qui puisse avoir des contraintes assez incroyables entre force de traction, abrasion, étirement, torsion. Enfin, voilà, le vêtement, en fin de compte, c'est quelque chose de très technique. Et en fait, Héloïse et moi, on s'est rejoints parce on avait tous les deux travaillé dans des chaînes de valeur très normées, très codifiées, parce qu'il y avait un enjeu pour l'utilisateur final qui pouvait même mettre en jeu sa vie, un côté létal. C'est-à-dire que quand on est dans l'agroalimentaire, si tout d'un coup, on l'a vu, scandale Buitoni, on a vu il n'y a pas très longtemps dans des petits pois bio de la marque, enfin d'un grand distributeur, des traces des morceaux de métaux, on retrouve des souris de temps en temps dans des conserves. Enfin voilà, on se dit, c'est pas, ça arrive dans quelque chose qui, voilà, qu'on ingère et là, on sent tout de suite le bénéfice pour la santé que d'avoir des produits qui soient issus d'une chaîne de valeur qui soit bien contrôlée. Une voiture, pour reprendre l'exemple de la voiture, maintenant on va de plus en plus vers l'électrification. Si demain, donc maintenant on arrive sur du brake-by-wire, c'est freiner avec un câble, mais électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation mécanique entre la pédale de frein et puis et le système de freinage. Les anciens comme moi ont appris à pomper en cas de freinage d'urgence. Aujourd'hui, on peut mettre à fond sur la pédale et ça freine tout seul. Mais demain, voilà, qu'est-ce qui va nous assurer que les avions ne tombent pas et que les voitures continuent de freiner? Bref, c'est pas des industries qui sont hyper propres. Et en fin de compte, avec Héloïse, quand elle a commencé à découdre un peu ou à faire rouler la pelote de laine et on a essayé de remonter le fil, là, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie opacité sur la chaîne de valeur. Et c'est ça qu'on a essayé de résoudre avec. Là, je suis très content qu'on parle de nouveau de mode éthique parce que c'est quelque chose qui a été très galvaudé pour ces dernières années, qui reprend de nouveau. Et limite qu'il fallait même pas le mentionner, Oui, en fait, le parce terme que en lui-même. c'était très stéréotypé. C'était ouais, très stéréotypé, lié à l'ethnique, enfin, Voilà, c'était beaucoup un mode d'amalgames. responsable, hein. C'était pas le terme en lui-même faisait peur. Donc, on voit qu'il y a des changements de perception, d'appréhension au fil du temps. Et en fait, la problématique qu'Héloïse a réussi par son côté consommateur, toute la recherche qu'elle a fait en amont avant de lancer Slow Wear, donc déjà à travers EcoFashion Paris, c'était comment on peut définir la mode éthique. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était pas vraiment définissable de manière simple, parce qu'elle est multidimensionnelle. On parle d'upcycling, on parle de recyclage, on parle de fibres naturelles, de fibres biologiques, mais il y a aussi toute la partie circulaire au niveau de la production, mais il y a aussi la partie circulaire au niveau de l'usage, avec la consigne, avec la location, avec le don, le troc, les échanges. Enfin, et en fin de compte, on ne voyait pas comment simplifier. Et en fait, c'est ça l'objectif de Slow Wear, c'était de simplifier en fait la lecture auprès du consommateur qui est perdu. Parce que qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je peux dire que le Made in France est forcément responsable? Eh bien, on s'est rendu compte que non. Dans les recherches qu'on a faites, on s'est rendu compte que le pays de fabrication n'est pas nécessairement le bon indicateur. On peut très bien faire au Bangladesh et très mal en France, même si les ratios en général sont plutôt inversés. Et pour comprendre et finalement évaluer ça, eh ben, il a fallu qu'on crée notre propre référentiel. Et donc, on s'est inspiré de plusieurs normes. D'abord l'ISO 26000 parce que on voulait être un label RSE, mais on fallait aller plus loin avec de la qualité environnementale. Et surtout aussi des aspects culturels, parce que la mode, c'est avant tout un langage. C'est aussi la première chose qu'on perçoit de l'autre, c'est comment il est habillé et ensuite comment il s'exprime. Et en fin de compte, en un dixième de seconde, même pas en un quart de seconde, on peut se faire une idée de qui on est selon comment on est habillé. Et bon, oui, je te laisse poursuivre. Là, Sinon, je vais aller plus loin, mais... Non, mais je voulais juste rajouter le fait que la création du label Slow Wear en soi,
C'était pas quelque chose qui était dans notre tête au départ. C'est vraiment quelque chose qui est devenu Oui. au fil des interrogations Et c'est du consommateur. ouais, et c'est finalement aussi notre communauté qui nous a dit, bah, finalement, comment vous faites? Parce que on posait beaucoup de questions aux marques qu'on voulait référencer, on voulait s'assurer qu'elles faisaient bien les choses, donc on les auditait, mais on voulait pas dire qu'on faisait un audit et finalement, c'est devenu, pour nous, l'objectif, c'est d'être un standard de la mode éthique par rapport à ce questionnement-là, qui aujourd'hui, c'est 350 questions, c'est 13 familles de formulaires, c'est 45 engagements éco-responsables, mais ça permet vraiment d'être global et de dire, ben voilà, notre volonté, c'est que derrière, à travers, par rapport à un label qui est purement écologique, qu'il soit sur le produit ou sur la chaîne de valeur, nous, ce qu'on voulait, c'était réenchanter un petit peu l'achat aussi, parce que le vêtement, ça doit être du plaisir, ça doit être de l'inspiration. Effectivement, donc au départ, l'idée c'était et c'est toujours, c'est de créer un nouvel art de vivre autour d'un mode responsable, donc de montrer que bien s'habiller, c'est quelque chose qui fait du bien pour soi et pour la planète. Donc, vraiment être sur des sujets inspirants. Donc ça, on l'a surtout avec la partie rédactionnelle qui est accompagnée à notre site, donc Sluria. Et puis la partie label, elle est venue compléter avec donc cet espace de solution parce que pour nous, un consommateur, un grand public, une fois qu'il est sensibilisé, qu'il a envie d'acheter, de manière responsable, il a besoin de savoir à qui il doit faire confiance. Et donc nous, effectivement, on a cette grille de lecture qui est, holistique. Donc on ne regarde pas uniquement la partie matière première, on va regarder en fait l'ensemble de la chaîne de valeur, de la matière première jusqu'à la fin de vie, mais pas uniquement. On va regarder aussi la structure de l'entreprise et c'est ça qui fait la grande différence entre des entreprises qui vont lancer, par exemple, une collection ou un produit pseudo-éco-responsable parce que la matière va être, par exemple, en coton bio ou en matière recyclée et que ce sera produit dans des conditions dont on n'a pas nécessairement d'informations et la plupart du temps dans des pays à bas coût de production, donc avec des risques quand même sociaux et environnementaux très forts. L'idée, c'est vraiment du coup de regarder l'ensemble de cette chaîne de valeur pour apporter de la cohérence. Gouvernance et de la Voilà. gouvernance, la mission et la culture d'entreprise, ses engagements, la marque aussi, comment elle interagit avec l'ensemble de ses parties prenantes, tant sur la partie aval, donc la chaîne de valeur, les fournisseurs, les logisticiens, etc., mais aussi la partie aval, comment on réagit avec les consommateurs. Parce que si finalement on produit de manière responsable, mais parce qu'il y a aujourd'hui des marques qui font ça, qui font beaucoup de précommandes, etc. Par contre, qui utilisent des outils de web marketing qui sont assez, on va dire, offensifs. Et donc, finalement, le message de je prône une consommation responsable, quand on est sur une croissance de chiffre d'affaires pour du chiffre d'affaires, là, finalement, il y a un déséquilibre. Et nous, l'objectif, c'est de mettre en avant d'abord les acteurs qui essayent de bien faire les choses en essayant de s'attaquer à tout, c'est-à-dire des marques imparfaitement parfaites. On ne cherche pas les marques parfaites, au contraire, on veut les accompagner, se dire, voilà, il ne faut pas mettre le curseur à fond sur la neutralité carbone ou sur la solidarité, c'est en fait un petit peu tout. Pour reprendre, faire le lien avec ce que vous disiez, Valérie, nous, en fait, il y a un constat maintenant au bout de 15 ans, c'est que l'environnemental, eh ben, on peut y arriver, mais si on met vraiment aussi le social. Parce qu'aujourd'hui, quand on met en place dans une entreprise le recyclage, ben voilà, ça fait partie de la règle, on le fait, on trie, on met le plastique avec le plastique, le papier avec le papier. Mais quand on forme les gens, quand on mise sur la formation, quand on mise sur l'éducation, finalement, c'est pas, les choses se font d'elles-mêmes. Donc, si demain on mise plus sur l'humain, on va forcément régler aussi la problématique environnementale. Alors que si on essaie juste de compenser de manière technologique, c'est quand même un ingénieur qui vous dit ça, que la technologie ne va pas tout résoudre. La technologie va résoudre s'il y a d'abord de l'humain derrière. Et ben voilà, miser aussi sur le social, c'était pour nous hyper important. Et pour faire le lien avec les écolabels, avec l'affichage environnemental, effectivement, c'est quelque chose qui date déjà maintenant depuis 2007, hein, depuis le Grenelle, qu'on essaie de mettre en place. Il y a des choses qui sont déjà maintenant en vigueur depuis le 1er janvier et ça va descendre par différents paliers en fonction des différentes enseignes. Donc aujourd'hui, c'est des enseignes qui font plus de 50 millions de chiffres d'affaires, qui produisent aussi plus de 100 000 unités.
Et vous allez voir au fur et à mesure aussi apparaître un éco-score qui va vous donner des informations. Il y a encore un petit peu des choses à voir au niveau, mais on n'est pas là pour faire du complexe. Nous, ce qui est important, c'est se dire, ben voilà, il faut reprendre aussi confiance dans ce qu'est un label, mais aussi s'intéresser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit la face cachée des étiquettes, où on passe en revue plus d'une cinquantaine de labels qui sont tant des labels écologiques, mais aussi des labels sociaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'assurer derrière que l'entreprise, avec le fournisseur avec lequel on va travailler, bah, finalement, il respecte un certain nombre de normes qualitatives qui vont au-delà de ce que préconise simplement le droit du travail. Et on peut finir avec les enjeux. Bah, les enjeux du moment, c'est comme tout label, c'est se faire connaître auprès des institutionnels. Ça, c'est quelque chose, c'est un travail de fond que l'on mène depuis maintenant 2017. Et puis, c'est aussi toucher les consommateurs non sensibilisés. On arrive à vraiment à avoir une communauté de consommateurs, de grand public qui se sont déjà posé des questions, qui en parlent autour d'eux. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à toucher les 65% de la population qui, peut-être, en ont entendu parler, mais dans leur pratique, n'ont pas encore engagé vraiment de comportement durable au niveau de la mode. Et donc ça, je pense qu'on se retrouve, un peu, tous autour de la table sur ces grands enjeux-là, en tout cas. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je pense qu'on a un peu de temps, peut-être pour prendre Marie. Je ne sais pas s'il y a des questions, des interrogations déjà en ligne. Pas encore, mais on D'accord. pourrait tarder. D'accord, très bien. Mais sinon, voilà, les personnes qui sont avec nous, si vous avez étudiants, collègues, bien sûr. Petite question très curieuse. Merci à tous. Vraiment, vous parlez très bien. J'ai appris plein de choses, donc merci. Et les créatrices, les créateurs, créatrices, est-ce que vous avez emmené vos produits? Vous êtes habillés avec votre... D'accord. Veste, pantalon, non? Pantalon, c'est quoi? Celui-là? Ouais. Ouais, non, en fait, on sort de l'installation d'un rendez-vous technique pour l'ouverture de la boutique. C'est pour ça qu'on est un peu en retard. Et on a tout en magasin. On n'a rien ramené. À Strasbourg. Tous les t-shirts. À Strasbourg. D'accord. Sauf les t-shirts. Vous voyez qu'on travaille 36 marques complètes. 80. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Il n'y a pas des diapos, vous auriez pu parler ou présenter sur le vertige. Non, on n'a pas pensé vraiment, c'est sentiment. Donc, C'est sur Instagram, peut-être. Instagram, tout Internet. C'est quoi votre compte sur Insta? Sobo Concept. Oui, non, mais n'hésitez pas à partir. En fait, justement, ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de faire, et c'est un projet qui dure depuis 1 an, et c'est pour ça qu'on est un peu au bout du rouleau et fatigué et arrivé en retard aussi. C'est que, en fait, on a réussi à travers différentes opérations à discuter avec d'autres créateurs Made in France qu'on a vu à travers différents événements, salons, MIF à Paris. Voilà, on se retrouve dans nos engagements, dans notre volonté en fait de refaire naître en fait le savoir-faire local, de consommer au plus proche de chez nous avec les tisseurs et non-tisseurs, enfin les ateliers d'insertion, redynamiser ce monde du textile. Et donc, en fait, de là est née une idée donc, de faire Sobo NC. Donc, c'est une boutique multimarque avec 37 à aujourd'hui, depuis hier, marque Made in France en complémentaire parce que justement, nous, notre volonté, c'est de faire des vêtements donc intemporels. Et donc, on n'a pas la volonté de justement de faire plusieurs types de produits, différents modèles, mais on est en complémentaire, par exemple, avec DAO qui fait des jeans avec des coupes différentes, dans d'autres matières en lin. Et on a aussi l'usinier français qui est dans les Vosges, on a Stork qui est alsacien également. Voilà, en fait, on a créé du coup une synergie ensemble où on se complémente, on fait chacun ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire dans notre petit coin dans la France. Et en fait, on a réussi à créer un catalogue totalement made in France, toute l'alternative, enfin, consommer français. Vraiment, on a du mode, accessoires, beauté, maison, vraiment tout. Et là, ça va prendre forme lundi.
Bravo. Porté par les marques. Porté par les marques, vraiment par les marques, pas par une enseigne. C'est une Ou, boutique voilà. éphémère. C'est une boutique éphémère. On commence par l'éphémère et on espère pouvoir le renouveler. En tout cas, les copains sont super contents et j'attends que ça. Moi, j'ai une question pour vous. Vous aviez fait une école de mode? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Tous les deux, on n'est pas du tout du milieu. Si vous pouvez peut-être dire un mot, on a aussi des étudiants parmi nous, effectivement, ça peut inspirer, donner une idée, effectivement, ça des trajectoires. Alors moi, je suis graphiste de métier, graphiste indépendant. Je l'étais presque depuis 10 ans. Et j'ai eu envie de changement. Je voulais juste me lancer dans un projet qui avait du sens. En tant qu'indépendant, on a investi à 100%, c'était H24. Et j'avais envie vraiment de m'investir dans un projet avec vraiment du sens, qui me faisait plus vibrer que ce que je faisais. Après 10 années, j'ai commencé à me lasser. Et c'est vrai que la mode m'a toujours intéressé. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser donc, à la filière textile en Alsace. Et c'est là que j'ai un peu compris que voilà, il y avait quand même un berceau, mais qu'avec les années, on a vu les usines se fermer. Je trouve que c'est un peu dommage. Et du coup, la mission, c'était un petit peu de faire revivre ça en tant que petite marque. Et j'ai intégré Calvin dans le projet. Ouais. Moi, j'étais une consommatrice lambda, j'ai vraiment, hein. Et j'ai eu mon premier garçon en 2017. Hein. Et alors, il me tenait déjà un petit peu avant, mais ça percutait pas en fait. Il n'y avait pas encore cette prise de conscience en fait de consommer mieux. Pourquoi? Et en fait, mon fils, tout simplement, est un métis avec des problèmes de peau assez importants. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on mettait sur lui, sur sa peau, les vêtements, toute la consommation. Là, vraiment une grosse prise de conscience. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans tous les produits? Et voilà, donc j'étais chef de secteur, donc le commerce, ça me connaît, mais je n'ai pas du tout l'aspect créatif. Et là, quand il est revenu à la charge la troisième fois, je crois, en parlant du projet, je disais non, mais là, oui, effectivement, on va faire quelque chose qui a du sens, laisser un héritage, donner un peu à une façon de travailler différente et voilà, oui, du sens. Enfin, Mais c'est souvent comme ça que ça commence. Hein. C'est souvent le premier enfant et on le voit hein, d'un point de vue de la consommation. C'est un peu Nous, on a beaucoup de marques effectivement qui nous contactent et je leur pose toujours un peu la question. Les consommateurs qui nous écrivent. Oui aussi, mais on se rend compte en tout cas qu'il y a un passage à l'action. Ouais. Il faut qu'il y ait un déclic et celui-ci, radical. En général, Ce qu'on a fait sur rupture biographique, en fait, c'est pour identifier quels étaient les moments clés. On a effectivement le premier enfant, mais on a aussi le déménagement. Ah oui, le trop. Ben, oui, Ouais. parce qu'il va bien falloir aller quelque part. Et je me pose un certain nombre de questions par rapport à mon environnement. Et je trouve que c'est aussi assez intéressant de voir ça. Et après, on a des périodes de la vie où justement, on va avoir un regard un peu différent, même jusqu'à l'âge senior, quand on rentre dans la question de la dépendance, qui oblige à se réinterroger, parce que la mode, c'est pas uniquement pour les 18-34, voilà, mais c'est pour tout le monde. Et je trouve que c'est aussi assez intéressant de voir comment on s'occupe des différents âges de la vie, qui ont des problématiques qui vont être différentes et qui peuvent avoir des sensibilités différentes en fonction des moments de vie dans lesquels ils se trouvent. Il faut d'ailleurs qu'on réinverse aussi ce qu'on a désappris, c'est que c'est le vêtement qui doit s'adapter à nous et pas l'inverse. Et en fait, le prêt-à-porter et surtout la fast fashion ont complètement annihilé ce concept, mais effectivement sur la consommation. Et est-ce que ça, parce qu'en général, les gens rentrent plutôt par l'alimentaire, La cosmétique. aussi, ouais. Voilà, c'est ça ce que je mange. Ce que je me mets sur la figure, qui compte. Et ça, il y a aussi des âges un petit peu clés ou il y a aussi beaucoup de. Il y a aussi là-dessus une interrogation globale à partir du moment où ça va toucher l'intimité de son corps, de son être. Et dans l'étude Greenflex ADEME, qu'on a faite, et notamment la dernière édition, c'était sur la question du rapport à la santé. Et aujourd'hui, la question de la santé, fait partie des raisons pour lesquelles
je vais pouvoir être amenée à refuser un achat. Dans 3 cas sur 5, c'est à cause de questions de santé. On le voit Donc, avec, regarde ce que je mange, ce que je me mets sur la figure et comment je m'habille, etc. Et c'est très intéressant parce qu'on a trop longtemps déconnecté les questions environnementales de questions pratico-pratiques ou de questions du quotidien, notamment liées à la santé. Et cette approche un peu systémique des choses, c'est-à-dire comment je fais système, une question de déchets, une question d'eau, etc., etc. Ben ça, on l'a oublié. On a voulu faire rentrer les gens dans des couloirs de nage et comme si le reste n'existait pas. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant dans la Fédération de la mode circulaire, c'est de comprendre à nouveau comment fonctionne le système dans sa globalité. C'est ce qui fait que c'est plus complexe, plus intéressant également, et que ça nécessite qu'on mette les forces vives des uns et des autres pour co-construire le futur modèle. Et non pas pour se dire, on est uniquement, et c'est ce que vous avez tous très bien expliqué, c'est pas une question de technique, c'est pas une question de technologie. Technologie, ça ne nous sauvera pas. Mais c'est véritablement, c'est quelle nouvelle narration du monde, dans quel mode de production, quel mode de consommation. On en a un peu parlé avec vous, quel mode de travail. Et en gros, c'est quel mode de vivre ensemble on veut. Et c'est ça la question qui doit nous être posée, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui uniquement des consommateurs. C'est ce que les marques ont toujours voulu nous faire croire, parce que c'est ce qui permettait d'alimenter les choses. On est avant tout des citoyens. Et si on prend les gens voilà, comme des citoyens, alors la question du rapport à l'habillement, à la mode, il se repose différemment. Et ça ne veut pas dire que on va tout refuser ou qu'on va vivre dans nos grottes ou autres, etc. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, mais le pouvoir des choses ou le rapport à l'objet va changer. C'est d'abord l'être humain au centre. Et puis à côté de ça, pour vivre, il faut un certain nombre d'objets, il faut des produits, il faut des choses comme ça. C'est normal, on ne va pas arrêter de consommer, ce n'est pas la question. Mais c'est ce rapport à l'achat, ce rapport compulsif aux choses et donc à une notion de bonheur qu'il va nous falloir réinterroger. Et c'est en gros ce que tous nous avons dit collectivement. Je crois que derrière, mais c'est vrai, juste je note l'importance de cette idée systémique, et c'est vrai, nous on l'observe aussi côté consommateur, il n'y a pas que les bénéfices environnementaux, sociaux, il y a aussi les bénéfices individuels, et là effectivement on a entendu l'aspect santé, son importance. Il y a 2 mètres carrés de peau, de derme qui est en contact. Voilà, de combiner l'ensemble de ces bénéfices. Il y a Francis, après effectivement j'ai vu de l'autre côté, Francis, tu as une question? Oui, oui. Oui. Tu es professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Merci pour cette élaboration et pour l'ensemble de vos interventions qui, je trouve, se complètent vraiment très bien et redonnent un peu la pêche parce que, vu les nouvelles qu'on a ces derniers temps et tout, je dis, ouais, là, il y a de l'espoir et c'est très, très intéressant. Donc, au-delà d'être aussi prof d'économie à l'université dans le même labo que Silène, je suis aussi membre du collectif pour une économie solidaire et dont le principe, c'est commerce équitable et terme qui a été utilisé, consommation responsable. Et à ce titre, on est membre d'un mouvement national qui s'appelle Faire un monde équitable, qui nous associe reste de la France. Et à ce titre, donc, on est tout à fait sur cette longueur d'onde sur comment mettre en avant ce que vous dites sur les cotons équitables. Il y a 2-3 boutiques à Strasbourg qui existent, Fibre et Fort, New Vibes, d'ailleurs ce pantalon vient de là-bas. Mais du coup, ça me pose 2 questions. La première, c'est qu'on a du mal, c'est que ce sont des produits qui vont être forcément plus chers que, comme vous disiez avant, d'habituer les consommateurs à ne pas acheter des trucs à 5 € simplement pour les acheter sans cette consommation dont vous parliez frénétique qui est celle-là. Et ça, c'est déjà compliqué. Hein, et ça, on retrouve pour tous les produits qui se veulent équitables, bio-équitables, aussi bien dans l'alimentation, dans les cosmétiques et autres. Et puis l'autre question sur le vintage aussi, je voulais vous poser par rapport à la circularité, c'est effectivement, jusqu'où c'est une solution, c'en est pas une. Enfin, tout moi, ça évite de produire toujours plus, de reprendre dans le vintage, mais de l'autre, bon, ça a aussi d'autres inconvénients aujourd'hui, des manières sur le net, de vendre tout et n'importe quoi, et se faire des prix autour de ça. Donc voilà quelques questions. Ah oui, la dernière, c'est qu'en tant que, remarque cette fois, tant que l'écosol, on est en lien avec, vous devez connaître le collectif Éthique sur l'étiquette. Oui. J'ai toujours trouvé ce slogan génial, parce que je veux tout dire. Et on est toujours en lien avec eux, et je les avais même fait intervenir à un forum sur l'économie sociale et solidaire qu'on avait fait à Tunis.
et éthique sur l'étiquette, et en lien avec une coopérative là-bas qui travaillait sur le textile à Tunis, une petite main, mais qui était plus sur d'autres types de produits, qui étaient plus les serviettes, les torchons, les serpillères qui produisaient, mais aussi à partir d'abord de manière solidaire et à partir de coton organique bio, plus souvent. Voilà, quelques remarques pour compléter le tableau. Et merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a madame. Oui, donc moi, je voulais intervenir. Marianne Sichel, je suis artisane couturière, mais je suis auto-entrepreneuse. Et moi, j'en suis pas à créer une marque. Et par contre, je voulais revenir sur ce que vous avez dit concernant le corps. Quand je transmets mes compétences, parce que c'est surtout ça que je souhaite faire depuis pas mal d'années et que je le fais de façon intensive, je vais d'abord parler aux gens de leur corps à eux. C'est quoi leur corps à eux? Et décomplexer par rapport à la différence entre une taille donnée par les trois vêtements, les deux vêtements, et c'est quoi mon corps à moi, comment il est, et s'accepter en tant que tel, s'accepter avec ses formes, avec sa grandeur, sa petitesse. Et donc ça me paraît très, très important, de revenir à le lien qu'on fait entre un vêtement, un textile, comme une chose qui est d'abord essentielle à notre survie, parce que nous ne pouvons pas vivre nus. À l'échelle de la planète, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on pourrait vivre nu. Donc, on a besoin du vêtement pour se couvrir, on a besoin du vêtement pour se protéger contre le soleil, on a besoin du vêtement pour se protéger contre le froid. Et puis, on a aussi besoin du vêtement pour parler de soi-même, et ça, c'est très important. Et on a aussi besoin du vêtement pour être bien dedans, et pour être bien dans son propre corps. Parce que si le vêtement fait mal au corps, ou fait mal à l'âme parce qu'on a vu un beau vêtement et qu'on ne peut pas rentrer dedans, eh bien, on n'est pas bien dans son corps. Et ça, je pense que c'est très, très important de le remettre aussi au centre, même de la consommation, parce qu'il y a 200 ans, les gens allaient se faire habiller chez un couturier ou une couturière dans un village. Et on ne leur posait jamais la question, et ils se posaient eux-mêmes jamais la question de savoir s'ils faisaient un 38 ou un 56. En fait, le couturier et la couturière les habillaient, peu importe leur forme. Et ces gens-là repartaient avec un vêtement dans lequel ils étaient bien. Et ils avaient certainement beaucoup moins de complexes que nous actuellement. Et en même temps, ils n'avaient pas non plus une image du vêtement qui leur était tout le temps renvoyée. C'est aussi la posture de la publicité, où là aussi, il faut devenir éthique. Et là aussi, il faut devenir responsable. Qu'est-ce qu'on renvoie comme image à la jeunesse ou aux gens plus âgés ou aux gens du troisième âge sur à quoi doivent-ils ressembler par rapport à leur âge? Quelle est la norme? Et quel est ce dont moi, en tant qu'individu, j'ai besoin pour être bien dans mon corps avec mon vêtement qui me représente et qui ne va pas forcément me mettre à l'écart de la société parce qu'il n'est pas normé. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut repenser aussi et qu'il faut transmettre de toutes les manières possibles et imaginables. Et on peut le transmettre à travers les marques, effectivement, on peut le transmettre quand on fait de la création, mais on peut aussi le transmettre en aidant les gens à se poser la question de avec quoi sont faits mes vêtements, c'est quoi les fibres. En fait, en tant que consommateur, on a très très peu d'informations sur ce que l'on consomme, de quoi sont faits nos vêtements, comment ils sont teints, qui est-ce qui est tombé malade quand il a teint ça, qui est-ce qui est handicapé à vie parce qu'il a fabriqué de la viscose. Je ne vais pas continuer dans mes exemples, vous savez de quoi je parle. Et ça me paraît essentiel pour aider le consommateur à mieux réglementer son travail et sa façon de consommer. Il faut lui apporter tout cet ensemble d'informations-là et le remettre au centre de ce choix-là qu'il a et qui va être un choix essentiel pour la planète. J'aime beaucoup ce que vous dites, parce que c'est la chose la plus compliquée. En particulier, c'est pas parce qu'on n'a pas l'information. On ne peut pas nécessairement aller la chercher, on ne sait pas comment aller la chercher, on ne sait pas où la trouver, etc. Mais il y a des fois, elle est compliquée à accepter aussi. On fait un travail en ce moment avec Make Sense sur comment accompagner 5000 jeunes issus des quartiers dans la transition écologique. La question des vêtements est bien évidemment arrivée au centre des débats, avec des personnes dont les familles peuvent être habitantes d'Asie, d'Afrique, etc., lieux où effectivement nous envoyons joyeusement une partie de nos rebuts textiles.
sous couvert de dire que, voilà, ils sont parfaitement métables, etc. Les différents reportages sont suffisamment édifiants, on n'a pas besoin. Et ils sont dans une sorte de dissonance cognitive, c'est-à-dire que à la fois ils disent, bah oui, mais moi c'est une norme sociale, vous l'avez très bien expliqué. Donc tel t-shirt, tel vêtement, tel pantalon, etc. J'en ai envie. Après, il y a une question de pouvoir d'achat. Mais il y a surtout une question de relation au vêtement. Est-ce que j'ai envie d'aller dire, par exemple, je vais économiser tous les mois 10 € pour pouvoir, in fine, m'offrir un jean à 100 € qui va me durer 10 ans? Ou est-ce que, parce qu'on m'a appris le culte de l'instantanéité et de l'immédiateté, je veux avoir ce jean-là à 10 € tout de suite parce que, ben, il m'a fait envie. Et en fait, c'est cette question-là d'un marketing qui est cher aussi à Sienne, du marketing de la sobriété. Comment je fais pour passer d'un marketing fondé sur les désirs à un marketing fondé sur les besoins? Je pense que vous posez bien la question. Et en plus, ces jeunes, ils nous disent, mais j'ai parfaitement conscience de là où vont aller, in fine, les vêtements, puisque de toute façon, il y a une partie de ma famille qui habite là-bas aussi, ou de cousins, ou etc. La famille au sens large. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et ça montre donc qu'entre être informé, être sensibilisé à la question et faire l'acte du passage à l'action, c'est extrêmement compliqué tant qu'on n'aura pas déconstruit le modèle dans lequel on est. Et j'aime beaucoup ce que Camille a dit tout à l'heure. La publicité, moi, c'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup. Elle est nécessaire. Elle pourrait être vectrice de la transition écologique, enfin, un des vecteurs. Mais aujourd'hui, elle ne s'en donne pas les moyens. En sorte de teaser, mi-novembre, on va sortir une grande campagne sur la sobriété matérielle. Pas l'énergie, etc., mais la suite de l'opération, c'est-à-dire comment je préserve mes ressources. Et cette question-là, c'est la question du rapport à la consommation. C'est un sujet qui est très compliqué à aborder, parce que selon le niveau de vie des gens, selon leur rapport aussi à l'objet, comment on fait pour ne pas les stigmatiser, leur apprendre à changer de comportement. Et je vous donne tellement raison. Pour ma fille, on a voulu lui faire un costume, elle voulait un costume pour ses 25 ans. Et c'est très intéressant de voir comment on a ce rapport au couturier, à l'offre qu'il va nous faire, comment, ne serait-ce que déjà, trouver quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose qui est approprié, qui va vous donner du conseil, parce que peut-être que j'aurais ajouté dans ce que vous avez dit, c'est la partie conseil. Or, cette partie conseil, il y a une partie qui est joyeusement partie, parce qu'on a privilégié la dimension de vente, plutôt que de se dire, bah, là-dessus, désolé, ça ne vous va pas. Je vous recommande de ne pas l'acheter. C'est courageux, hein. Pardon, hein, mais c'est un vrai courage. Il y a deux questions, je pense, Victoire, et puis Sarah, et puis Madame aussi. Je vous laisse la parole ensuite, Thomas. Victoire. Alors, pour ma part, moi, ce serait sur la partie, pour pouvoir déconstruire, il y a une question d'inclusion, notamment par rapport au partage par la loupe pour les marques, ce soit une inclusion en termes de taille, standardisation des tailles au niveau européen, parce que c'est une question européenne, parce que c'est là, en matière, par exemple, entre l'Allemagne et la France n'est pas la même, donc il n'y a pas forcément une uniformité au niveau de l'UE, mais aussi une question d'inclusivité des marques, à savoir jusqu'à quel sizing vous faites pour permettre aux gens de se sentir inclus. Aussi au niveau, là je parle des marques, mais je parle aussi pour les personnes qui sont en situation de handicap, parce que les vêtements ne sont pas forcément adaptés pour pouvoir vivre dans la vie quotidienne ou pouvoir pratiquer leur activité. Donc ma question, c'est de savoir, l'inclusivité est une démarche qui est nécessaire et qui requiert pour pouvoir arriver à une mode éthique et à une consommation écologique. Totalement d'accord. Du coup, en fait, chez nous, on a la plupart des produits qui sont unisexes, déjà, de base. Donc, les t-shirts, c'est le même, simplement. Et au niveau des tailles, on est jusqu'à combien, pantalon? 50. 50. On avait 52 développés, mais on n'a pas eu besoin de le sortir. Et voilà, donc Après, c'est une vraie question, parce que sur le terrain, c'est beaucoup plus complexe que ça. c'est plus complexe. Parce que les grandes tailles, forcément, ça implique plus de matière. Pour nous, la problématique derrière,
Et C'est la vrai que- gradation ne va pas être la même non plus. C'est ça. Parce En que- fait, il y a un certain seuil où vraiment le patronage va totalement modifier. Donc, c'est comme si on recommençait carrément un autre article. On développe un autre produit, alors que c'est le même produit. Et du coup, on va vendre le 36 au même prix que je sais pas, la grande taille. Donc, on a un vrai problème derrière. Et surtout, il y a un problème de coût aussi pour nous, d'investissement, parce que les tailles, du coup, n'en finissent pas. Il y a un moment où il faut s'arrêter. En fait, c'est pour ça qu'il y a je pense qu'il y a des marques qui font que de la grande taille. Grande taille ou de Parce la que, comme je petite disais, taille. c'est vraiment un nouveau produit. Il y a un moment, vraiment, nous, notre atelier nous dit, voilà, On ne peut pas C'est- continuer à Si vous me permettez, pour faire le lien aussi avec ce que vous disiez juste avant, en fait, c'est ce qu'on appelle le vanity sizing. C'est-à-dire, aujourd'hui, une marque, pour produire, pour être rentable à grande échelle, finalement, elle produit un morphotype, sachant on compte à peu près 8 morphotypes entre le O, le X, le A, le H, le V. Donc, on va être plus large au niveau des épaules ou plus large au niveau des hanches. Et en plus, notre corps, il se modifie. On n'a pas le même corps à 20 ans, donc on peut commencer en V et finir en A, donc en passant par le haut. Donc c'est pour ça que je remets aussi, c'est pour ça que je dis c'est le vêtement qui doit s'adapter à nous. Et souvent, justement, les vêtements tailleurs, ils ont cette capacité à faire ça. Et les vêtements qui sont bien construits chez des marques responsables. Dans la fast fashion, le morphotype, c'est le 8 en taille 36-38. Qui ne représente en France que 2,8% des femmes françaises. Donc, globalement, il y a 97% des vêtements qu'on met sur le marché en France pour la femme en fast fashion qui n'est pas adapté à son morphotype. Donc, il faut aussi revenir chez des marques qui font des coupes différentes, qui font des modèles différents, qu'il faut aller essayer. Et donc, il y a un problème structurel au niveau du marché, mais il y a aussi ce côté. Bon, et là, je veux faire le lien avec l'inclusion. Il va au-delà de la petite taille, de la grande taille, parce que même si maintenant on a plus d'inclusivité avec de la mode du body positivisme, il y a encore beaucoup d'autres personnes qui sont stigmatisées, les personnes de petite taille, parce que finalement les longueurs de manches et de jambes sont plus courtes, les personnes de grande taille. Et il y a surtout aussi à peu près 13 millions de personnes en France qui souffrent d'une forme de handicap et souvent non visible. Et donc, en fin de compte, il y a aussi cette adaptabilité du vêtement qui doit pouvoir s'adapter à notre activité, qu'elle soit professionnelle, mais qu'elle soit aussi personnelle. Quand on parle très peu des personnes de la silver economy qui est en train de devenir vraiment quelque chose de majeur. Donc, nous, aujourd'hui, qui nous emparons aujourd'hui du sujet, j'espère qu'en 2050, il y aura des marques responsables qui pourront nous proposer des vêtements qui soient adaptés si j'ai une forme de handicap et pas être contraint, je ne peux pas l'enfiler, c'est quelque chose qui me plaît, mais que je ne peux pas mettre parce que je n'arrive pas à l'enfiler. Donc l'inclusion, et l'inclusivité, elle va encore plus loin que simplement un problème de taille et voilà. Pour respecter le timing, peut-être, pardon, Héloïse, on va prendre quand même Sarah et puis Madame, et puis des réponses courtes si vous pouvez, et puis Héloïse. Ça, c'est l'erreur. Ça va. Aucun d'entre nous de plus. Des réponses courtes, point. Ça va, allez-y. Je vais faire une remarque rapide. Je remercie la dame qui est tailleur, enfin qui est couturière, tailleur, qui est là. Deux métiers différents. Oui. Et moi, j'y connais rien, donc je lui excuse. Donc, il y a la couturière floue, ou le couturier flou, qui fait des vêtements flous, ce que vous portez en fait, mais fait sur mesure. Et puis, il y a le tailleur. Et le tailleur, il va travailler spécialement pour les hommes et travailler sur du toastage. Ah, très bien, d'accord. Voilà. Merci pour ces précisions. C'est clair. Et je trouve très intéressant en termes de témoignage d'avoir dans la même pièce une couturière et une marque de prêt-à-porter, parce que visiblement, ils sont représentants de deux industries, je vais employer ce terme, du vêtement différentes. Vous parlez de repenser les modèles économiques. Il y a une question toute simple, est-ce qu'on achète un vêtement ou est-ce qu'on achète du tissu? Il y a 50 ans, on n'achetait pas des vêtements, on achetait du tissu. Et c'était très courant d'aller du coup chez la couturière, demander un vêtement. Et c'était pas plus cher, c'était pas du sur-mesure, c'était simplement, on venait avec son catalogue de la Redoute, on disait je voudrais ça, j'ai acheté tel tissu dans telle couleur. Et donc ça nous interroge, et en fait, simplement, je voulais souligner le fait que le cadre de réflexion est très ouvert, et on a su faire de la
la mode éthique, et d'ailleurs, j'en profite pour interroger, est-ce que mode est-ce que mode éthique en tant que terme ne comporte pas, n'est pas un oxymore? Est-ce que la mode, est-ce que rapprocher mode et durabilité n'est pas par définition et par étymologie déjà un oxymore en soi? Et donc finalement, comment réinventer la mode éthique? Est-ce que du coup la marque sera au centre? Est-ce que le vêtement? Est-ce que le tissu? Et quel sens on va redonner à la mode? Je pense que ça nous demande vraiment de réinventer même notre approche. Pas simplement aux vêtements, mais à l'industrie. Moi, je pense qu'il ne faut pas vulgariser le mot mode. C'est pas parce qu'il y a eu des dérives qu'il faut bannir ce mot et changer de mot. Au contraire, il faut montrer qu'ils sont allés trop loin et qu'il faut se recentrer, tout simplement. Ça, c'est ma vision. Ouais, chez l'humaine, elle a toujours existé, hein, dans l'histoire. Il y a eu des costumes. Maintenant, nous, on voit ça comme des costumes de théâtre ou des costumes pour le cinéma, mais il y a toujours eu une mode. Il y a toujours eu un style de vêtement qui était accepté ou valorisé par une partie de la société. Il y a eu beaucoup de copies, finalement, ou d'espérance et d'avoir les mêmes vêtements que la noblesse ou les mêmes vêtements que la bourgeoisie. Parce que c'est eux qui avaient les moyens financiers de pouvoir accéder aux plus beaux tissus et aux grands couturiers ou couturières des époques. Mais elle existe, cette mode. Elle a toujours existé. La mode éthique est-elle un oxymore? On a dit des réponses courtes, je vous souhaite bonne chance aussi. C'est simplement une question après. C'est une question intéressante. Voilà, c'est une question intéressante, elle n'est pas terminologique. Mais je pense que c'est une bonne question parce que c'est quand même une bonne question. Oui, une question centrale. Ça nécessite quand même c'est pour le travail de c'est une question centrale qui va alimenter l'Institut. Le premier chantier, mais bon, Sarah est fidèle parce qu'elle s'intéresse aux questions philosophiques d'ailleurs du management. Et effectivement, ça ne m'a pas surpris ces questions-là. Mais je pense la question terminologique, j'ai entendu Héloïse tout à l'heure disait que le terme éthique, même à un moment donné, était tellement utilisé à travers que effectivement c'était même. Non, et puis il n'était pas suffisamment attractif, intéressant pour pouvoir faire changer les consciences en fait. Limite, il y avait une opposition totale. En fait. La morale, enfin, voilà, il y a la morale c'est ça, qui vient du latin et ethos, éthique, qui vient du grec. Et en fin de compte, de la mode morale ou de la mode éthique, c'est pas forcément très sexy. Et il y a d'ailleurs mode responsable ou mode durable, ça l'est pas forcément. Et pourtant, on préfère parler de fashion, mais fashion, vous savez de ce que ça vient. Ça vient de façon, c'est la façon de faire. Donc finalement, c'est la mode. Le fashion, c'est un mot français, c'est un anglicisme, mais ça vient de notre façon de faire. Du coup, j'explique peut-être l'origine de notre nom, parce que finalement, c'est une réflexion qui est tout droit. Très rapidement, Héloïse, pour qu'on puisse se prendre une dernière question de madame. Ça vient juste on voulait éviter vraiment le terme mode responsable, le mode éthique, il y a 7 ans. Et donc, slow wear, ça vient en fait de slow wear, qui est l'équivalent de slow food pour l'alimentation. Et nous, on l'a décomposé en 3 syllabes parce qu'on pense que nous tous, on est partie prenante de cette mode qui est de mieux produire et de mieux consommer. Ça donne slow. Slow wear. Voilà. Peut-être la dernière question, comme ça pour respecter le timing. Je trouve que c'est intéressant les débats parce que ça rejoint aussi la problématique des compétences. Sur le maillage territorial, en effet, il y a un vrai sujet là-dessus, notamment dans la disparition. La disparition, exactement. Donc, c'est une de maîtrise. Pour moi, c'est une problématique qui est à prendre en considération. Il y a aussi le rapport à la possession qu'on a soulevé, mais je crois, alors peut-être que quelqu'un d'entre vous a le chiffre exact, mais il me semble qu'au niveau mondial, si on arrêtait complètement l'industrie du textile, je crois qu'on pourrait subvenir aux besoins. Alors, est-ce que ce sont vraiment des besoins pour 2 générations? Alors, nous, on avait fait déjà une étude en 2017 et on évaluait aujourd'hui avec toutes les fibres, pas seulement de vêtements, mais les rideaux, le linge de maison, les sièges de voiture, etc. On a suffisamment de fibres pour produire suffisamment de fibres avec les moyens technologiques de 2017. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va plus loin, si on a des meilleures machines, on pouvait habiller 4 à 5 générations. Donc, on peut se passer totalement de la production de fibres aujourd'hui.
Maintenant, bien, ça, c'est dans un monde idéal et je ne suis pas utopiste. Il faut pouvoir continuer à produire. Par contre, il faut qu'on arrête de produire des fibres synthétiques parce que aujourd'hui, on prône le recyclage comme étant une solution parfaite. C'est une solution qui est acceptable d'un point de vue transitionnel. Dans la transition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on continue de faire des bouteilles vierges qu'on remplit de contenants et on récupère ces bouteilles pour faire du polyester recyclé, on va continuer à avoir du polyester recyclé encore pendant 50 ans. Il faut qu'on arrête de faire des bouteilles en plastique, qu'on recycle toutes celles qu'on a déjà produites. Voilà, on fait de la circularité avec ce qui a déjà été produit, mais on arrête d'extraire des ressources vierges. On a déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires et on trouve d'autres moyens de faire. Donc arrêtons la surproduction de fibres et allons de nouveau vers des productions comme le lin, le chanvre, le coton. Mais ça nécessite d'avoir des compétences. J'aime beaucoup votre terme. Hein. C'est quoi une fibre pétrosourcée? Parce que bien souvent, les gens ne savent même pas ce qu'est. Mais ils ne savent pas. Oui, mais ils savent même pas. Bio, pour moi, comme le. Attention, hein. Coton bio. Non, mais le coton bio, c'est moins d'1% de la production mondiale. Et c'est 2,5% des terres arables au monde et qui utilisent 25% des produits pétrochimiques. Donc, on utilise une culture. 99% du coton est conventionnel. Si on passait à 100% bio, on produirait à peu près 30% de coton en moins, mais on aurait du coton qualitatif et non OGM. En fait, ma question, c'était par rapport à votre label et la lisibilité, la transparence de l'information lorsqu'on a, comme vous le dites, alors il y a le score qui est là, mais comment un consommateur dans tout on va dire, ce panel-là de labels s'y retrouve. Voilà. Après, il y a aussi dans les entreprises, il y a Ecovadis. Alors, on n'est pas du tout en opposition avec d'autres labels. Justement, on intègre d'ailleurs justement. Je comprends bien, mais on essaie juste d'avoir une vision plus holistique. Comment il fait? Nous, ce qu'on garantit, c'est que la marque qui est labellisée Slow Year soit une marque qui soit responsable. Donc, on n'est pas au niveau du produit. Nous, si demain notre cahier des charges est pris d'un point de vue étatique et ça devient un label, voilà, enfin une référence. Je ne remets pas en question votre label, c'est aujourd'hui en effet la Commission européenne travaille là-dessus. Il n'y a pas forcément de standardisation au niveau européen, voire mondial. Voilà comment vous, un label est probablement très pertinent et très travaillé. Et comment vous, en tout cas, comment on fait avec le consommateur pour lui apporter on lui apporte du contenu. On lui apporte du contenu pour qu'il connaisse les labels. Donc, il rentre souvent par la partie information parce qu'on est là aussi pour sensibiliser. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on a commencé, c'est qu'on s'est rendu compte que si on voulait changer les pratiques et les consciences, il fallait apporter de l'information. Et donc, ça, c'est un premier chantier qu'on fait depuis maintenant 6-7 ans. Il y a le livre aussi qui intervient pour vraiment essayer d'élargir et toucher un public qui n'est pas forcément, qui ne sont pas encore concernés. Et puis, il y a toutes les prises de parole que l'on peut faire auprès de différents types de publics. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais aujourd'hui, par exemple, moi, c'est la question il y avait une table France, plusieurs labels, surtout pour l'alimentation, comme Max Havelaar ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des labels qui font du greenwashing comme Forest ou d'autres qui font semblant. Je pense qu'il y a tout un boulot. Et nous, on a juste des labels. On a juste des labels sur les consommateurs pour leur faire. Mais tout ça, c'est de la sensibilisation. Puis peut-être qu'on peut répondre autrement. C'est que moi, j'aime beaucoup la question. Et vous l'avez très bien dit tous les deux. C'est un label entreprise. C'est pas un label produit. Le problème, c'est quand on va se retrouver sur une étiquette et deux informations. Vous le voyez déjà très bien aujourd'hui dans les produits alimentaires, quand vous vous retrouvez avec un Bicorp, et à côté de ça, vous allez avoir un produit bio. Ok? C'est perturbant. Je mets au défi de nombreux consommateurs de pouvoir comprendre qu'une démarche produit et une démarche site, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, une démarche d'entreprise, ce n'est pas du tout la même chose. Ça nécessite là aussi une montée en compétences. On peut très bien faire, je vais caricaturer, je m'en excuse, des produits absolument dégoûtants sur des sites qui vont être extrêmement bien, avoir un management environnemental qui est très bien. Je fais exprès d'être caricatural. Et là-dessus, justement,
le fait qu'on apporte de l'information au consommateur sur le produit avec majoritaire uniquement des informations, des labels produits, pour moi, me semble important. Et que ensuite, on va trouver justement toute l'information autour de la démarche entreprise sur le site, sur des plaquettes, dans des etc. C'est très bien. Mais sinon, on peut induire en erreur le citoyen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre l'écolabel européen, qui est quand même la référence, hein, faut pas, voilà, il n'y a pas à chercher bien loin, il faut déjà qu'ils connaissent, hein, la petite fleur, etc. Mais on va avoir cette question de l'éco-score qui va être un premier pas pour apporter un certain nombre de réponses. Et à côté de ça, il y a les labels entreprises. Et je pense que c'est important, c'est pour ça que votre question elle est hyper importante, c'est qu'on éduque le consommateur sur ces deux niveaux-là, parce que effectivement, tu peux marcher sur deux jambes, mais il faut comprendre à quoi sert chacune de ces jambes. Et on va continuer les autour d'un petit